Tu veux créer ta love room sur Airbnb, mais tu te demandes comment obtenir un crédit immobilier pour ton projet. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire financer ton investissement par la banque, même si tu pars de zéro. On va voir pourquoi il faut toujours emprunter pour investir, comment préparer ton dossier et négocier les bonnes conditions pour maximiser ton cash flow. Je suis Anthony Alonso, j'ai 29 ans, j'ai investi l'année dernière dans mon tout premier bien immobilier. Mon appartement m'a coûté 60 000 € compris, que ce soit achat, travaux, mobilier, frais annexes. Et à l'heure d'aujourd'hui, d'ailleurs, on est dedans. C'est devenu une love room qui cartonne. Elle me génère plus de 4 000 € de chiffre d'affaires par mois. Donc ça me rapporte environ 2 000 € net par mois. Donc il y a 50% de marge. Et je veux pas te faire perdre ton temps. Je sais qu'il est autant précieux que le mien parce qu'avec tous les zinzins qu'il y a sur internet qui vous vendent du rêve, là au moins pour démarrer la vidéo sur de bonnes bases, je vais te montrer directement mes chiffres. Donc là on est sur l'application Airbnb. Ok, je clique sur revenus. Et là tu vas pouvoir voir du coup tous les chiffres sur Airbnb qu'on a fait. Voilà, je viens de recevoir le code. J'ai oublié que c'était un petit peu relou sur l'application mobile. Voilà, par exemple, là, on a septembre, on a août, on a juillet. Là, on a le mois de juin, on a le mois de mai qui a été phénoménal. Et évidemment, il y a aussi des revenus sur Booking. Donc ça, c'est qu'une seule partie. Là, vous avez les transactions à venir, les transactions effectuées. Et pour être sûr, parce que moi, j'ai rien à cacher, je suis directement sur mon application bancaire, sur le Crédit Agricole. Je vais te montrer tous les virements que j'ai reçus de Airbnb. Donc voilà, là, tel les derniers en octobre. Et là, si j'y défile, il y en a un paquet. J'ai tapé Airbnb dans la barre de recherche. Là maintenant j'ai tapé Booking. Tu peux voir que c'est pareil, c'est tous les jours, que ce soit Airbnb, Booking. Voilà, au moins grâce à ma transparence, tu sais que je suis pas un charlatan et que je maîtrise vraiment mon sujet. Comme beaucoup au départ, je pensais forcément que l'immobilier c'était long, que c'était peu rentable, que c'était compliqué. Et pourtant la preuve, j'ai réussi à créer un projet qui génère des revenus importants et en plus tout en étant totalement automatisé. Et le meilleur dans tout ça, c'était mon objectif que grâce à cet appartement, mon père a pu quitter son boulot. Donc c'était un ancien artisan, il a plus de compte à rendre à ses clients et maintenant il peut se concentrer à 100% à temps plein dans nos projets. On compte d'ailleurs acheter 2 nouveaux biens, mais je veux pas trop vous spoil pour ceux qui suivent la série des vlogs attentivement. Dans cette formation gratuite, il n'y aura pas de bullshit, je vais vraiment te montrer comment poser les bases solides pour créer une love room de A à Z. Déjà avant de commencer, qu'est-ce qu'une love room? Donc c'est un logement qu'on va louer à la nuitée entre 150 et 250 € sur les plateformes Airbnb et Booking, et on va vraiment viser les couples avec différents équipements comme une baignoire balnéothérapie, un vidéoprojecteur, un jeu de lumière, des miroirs au plafond. Le but, c'est vraiment de faire vivre une expérience unique à nos voyageurs. C'est un concept qui a énormément de succès partout en France. Il y a beaucoup de demandes. Et pourquoi investir dans une love room? Déjà, c'est très rentable. Mais sans parler de ça, déjà, c'est satisfaisant de créer ce genre de logement. On n'achète pas juste un appartement simple, on fait un petit rafraîchissement, des murs blancs et hop, on y fout en location classique à l'année. C'est un vrai business ultra rentable. Et en parlant de ça, vous pouvez facilement avoisiner les plus de 20% de rentabilité par love room. Quand je parlais de rentabilité, c'est de la rentabilité nette. Pour vous faire une idée, pour ceux qui s'y connaissent pas trop, la moyenne en immobilier en France, c'est du 5-6%, alors qu'avec une love room, vous pouvez être dans les 20% et carrément, pour vous faire une idée, moi avec ma golden room, on est dans les 40-50%. Vous pouvez faire le calcul de votre côté, ça m'a coûté au total 60 000 € comme je l'ai dit, et on est dans les 2500-3000 € net en moyenne par mois avec le logement. Donc ça donne bien un rendement entre 40 et 50% pour un seul appartement, un petit 23 mètres carrés de 60 000 €. Quels sont les autres principaux avantages à part la rentabilité qui est très élevée? On n'a aucune vacances locatives prolongées, les séjours sont courts mais ils s'enchaînent. On a 0 impayé parce que les voyageurs payent avant d'accéder au logement. On a 0 squat avec un bon emplacement dans un petit appartement de 23 mètres carrés. Il n'y a même pas de cuisine, c'est une kitchenette, il n'y a pas de plaque chauffante, pas de four, c'est pas possible de cuisiner. Ça a vraiment été conçu pour une expérience et pas pour y habiter. Je vois mal une personne ou une famille venir squatter le logement en sachant qu'on a un grand lit queen size qui prend toute la place. Derrière vous, il y a une baignoire balnéothérapie qui est énorme. Voilà, et en plus la clientèle, elle est filtrée naturellement vu qu'on a des prix assez élevés. Donc on attire des clients sérieux et respectueux. Pour la petite anecdote, on n'a jamais eu de problème avec le logement en 7 mois d'activité, jamais eu de casse. Et le dernier point, c'est qu'on a un logement entretenu en continu. Grâce au ménage entre chaque passage, notre bien garde sa valeur. Contrairement à un logement classique qui s'autofinance à peine et que tu dois à chaque fois faire des petits travaux quand tu le récupères. Là, ici, ton bien reste impeccable et en plus qui s'autofinance, on génère un énorme cash flow qui nous permet de toujours réinvestir plus ou qui te permet de te faire plaisir, d'en vivre comme mon papa. Parce que oui, pour te donner une idée, là on est dans Mâcon, dans un petit appartement comme ça, j'aurais loué ça à l'année maximum 400-450 € et là on fait littéralement 10 fois plus de chiffre d'affaires. Alors pourquoi il faut toujours faire un crédit, surtout pour un investissement locatif? Et là c'est notre cas vu qu'on fait de la location courte durée avec Airbnb. Très important, il ne faut jamais acheter en comptant, il faut toujours se servir de l'effet de levier bancaire. Le but c'est d'utiliser l'argent de la banque pour te créer ton propre patrimoine. Tu empruntes à la banque, tu achètes un bien et ce sont tes locataires, donc là en l'occurrence
tes clients Airbnb qui vont rembourser ton crédit. L'objectif, c'est que ta Love Room s'autofinance et mieux encore qu'elle dégage un cash flow positif. Ce cash flow, c'est le bénéfice qui te reste une fois que tu as déduit les charges, le crédit, du chiffre d'affaires. C'est ce qui va te permettre de réinvestir encore et encore. Tu t'endettes pour t'enrichir. Littéralement, tu crées de la richesse à partir de rien. Exemple concret, pourquoi c'est vraiment primordial de toujours faire un crédit. Admettons, tu as 100 000 euros d'épargne de côté. Si tu décides d'acheter un appartement comptant, eh ben, tu vas pouvoir acheter un seul appartement à 100 000 euros. Alors que si tu utilises l'effet de levier bancaire, tu vas pouvoir mettre 30 000 euros d'apport de tes 100 000 euros. Tu vas les répartir sur 3 appartements. Donc, tu vas mettre 10 000 euros d'apport. Donc, généralement, c'est ce qu'on demande pour les frais de notaire qui sont entre 8 et 10%. La banque va te demander donc 10 000 euros d'apport pour un appartement, 10 000 euros pour le deuxième, 10 000 euros pour le troisième. Donc toi, sur les 100 000, tu perds 30 000 euros et encore, comme on l'a vu, si tu investis via SCI à l'IS, tu pourras récupérer ces apports, ces montants-là sans fiscalité. En plus, il te reste encore 70 000 euros de côté pour vivre, pour te faire plaisir ou pour continuer à investir, peu importe. Et ça te permet de commencer à investir dans l'immobilier avec 3 appartements d'un coup au lieu d'un seul que tu as acheté comptant et en plus, tu n'as plus rien derrière. Et le temps qu'avec les loyers, tu récupères tes 100 000 euros investis, tu perds énormément de temps. Ça va être très long de vraiment faire grossir ton patrimoine. C'est pour ça qu'on dit que l'investissement immobilier est le meilleur du monde parce que c'est le seul qui te permet de lever autant de fonds. En bourse, en crypto-monnaie, tout ça, c'est impossible. Ensuite, très simple, on va voir comment calculer sa capacité d'emprunt. Vous n'avez pas besoin d'aller vous déplacer directement, de prendre un rendez-vous avec votre conseiller bancaire. Vous allez perdre du temps, vous allez lui faire perdre du temps et surtout, vous allez passer pour un gros débutant. L'idéal, c'est uniquement d'aller les voir pour la première fois quand vous aurez signé un compromis de vente. Avant ça, vous pouvez très facilement calculer votre taux d'endettement et du coup calculer votre capacité d'emprunt. Donc le taux d'endettement, c'est très simple. Il suffit de prendre vos charges. Donc si par exemple, vous avez actuellement 300 euros de crédit de consommation, vous faites 300 divisé par vos revenus. Donc je sais pas, je dis n'importe quoi, 2000 euros. Donc vous faites 300 divisé par 2000 euros et vous multipliez par 100 et là vous obtiendrez votre taux d'endettement. Il doit toujours rester en dessous des 35% maximum parce que en théorie les banques ne prêtent plus au-delà de ces 35% d'endettement. Aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, avec ChatGPT, tu peux calculer tout ça en 2 secondes. Je vous mettrai un prompt dans la description de cette vidéo. Vous aurez simplement à le copier-coller, à le personnaliser, à rentrer vos propres chiffres et vous allez obtenir votre taux d'endettement, votre capacité d'emprunt. Tout ça en moins de 2 minutes et sans aller voir votre banque. Ensuite, très important, prépare tes comptes 3 mois avant de faire ta demande parce que les banques vont examiner tes 3 derniers relevés bancaires pour estimer s'ils peuvent te prêter de l'argent ou non, si tu es quelqu'un de stable, sérieux. Pour ce faire, on évite absolument de jouer à des jeux d'argent, donc pas de casino ou quoi que ce soit. Surtout, faut pas qu'ils apparaissent sur les relevés bancaires. Les paris sportifs, c'est pareil, un Winamax, tout ça, je vais pas faire la promotion. Faut pas que ça soit sur vos relevés. Et puis de toute façon, jouez pas à tout ça, les gars, ça sert à rien. Investissez plutôt dans des love rooms, hein, ça c'est des vrais business stables. Pas de crypto-monnaie aussi, donc je sais que ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu avant. Hein, ça peut être un vrai investissement intéressant, la crypto, mais les banques n'aiment pas trop. Ils n'ont pas besoin de savoir que vous investissez dans la crypto, donc on n'en parle pas, voilà. Et puis sur vos relevés bancaires, pareil, il faut pas que ça apparaisse. Et évidemment, pour terminer, pas de découvert à répétition, même pas de découvert du tout. Hein, concentrez-vous sur 3 mois à avoir des comptes clean et là, au moins, vous aurez toutes vos chances pour vous faire financer. Maintenant, quel est le profil idéal pour obtenir son crédit? Donc évidemment, le CDI, le plus connu de tous, c'est la situation entre guillemets préférée des banques. Même un CDI récent peut suffire, hein, vu que c'est un contrat à durée indéterminée. Tu peux même dans certains cas, ça se fait, prendre un CDI temporaire juste pour faciliter ton premier financement. Mais il est tout à fait possible de se faire financer sans CDI. Vous avez la preuve devant vous. Moi, j'étais en micro-entreprise pour mon premier bien. J'avais même pas les 3 ans de bilan qui sont recommandés. Et pourtant, j'ai obtenu mon crédit. Après, j'avais un peu d'épargne de côté. Et ça, d'ailleurs, hein, l'argent que vous avez de côté, l'épargne est aussi important que vos revenus. Et surtout, lors des rendez-vous à la banque, sois professionnel au maximum, adopte une bonne posture, fais un effort, habille-toi bien, parle avec assurance, présente un projet clair et structuré, montre que tu es sérieux et surtout que tu maîtrises ton sujet. On continue avec une petite astuce, elle est connue, tu peux faire passer ton achat en résidence principale. C'est ce que j'ai fait pour mon premier appartement et c'est littéralement ce que je te recommande de faire, c'est l'idéal. Pourquoi? C'est plus facile à faire financer, t'as pas besoin d'un gros dossier complexe, ni de parler de love room,
Lovroom ou de Airbnb à la banque alors que c'est ton tout premier investissement immobilier, tu n'as encore jamais mis les pieds dedans, tu vas pas être crédible, ils vont te prendre pour un fou. Tu vas leur sortir des chiffres de dingue comme Bibi, 4000 € de chiffre d'affaires, 2000 € en moyenne, machin, et ils vont dire oui, allez, fais une résidence principale comme tout le monde, tu n'as encore jamais investi. Ah oui, en plus, tu as de bien meilleures conditions pour ton prêt à le faire passer en résidence principale que à le faire passer pour un investissement locatif. Et rassure-toi, c'est totalement légal. Tu peux dire que c'est pour ta résidence principale et le plus important, c'est d'obtenir le financement. Et une fois que c'est fait, tu peux très bien avoir changé d'avis et au final vouloir faire un investissement locatif. Il n'y a aucun problème avec ça. La banque ne te demandera jamais des comptes. Maintenant, normalement, si tu as bien suivi la dernière vidéo, tu vas acheter via une SCI à l'IS. Donc SCI à l'IS avec résidence principale, ça paraît un peu suspect, je te l'accorde. Mais pareil, tu vas avoir des banquiers, tu vas pas avoir des investisseurs immobiliers, c'est pas leur métier. Il suffit de leur trouver 2-3 excuses qui sont assez cohérentes évidemment. Comme par exemple, tu dis quoi, tu vas acheter un bien avec travaux. Pareil, logiquement, si tu as suivi la première vidéo, que du coup, tu vas amortir sur les premières années pour éviter de payer trop d'impôts. Logiquement, pareil, tu vas acheter un logement assez petit entre 30 et 50 mètres carrés. Donc, tu préfères garder la flexibilité d'un bien qui pourra être loué, meublé plus tard quand tu voudras déménager parce que tu comptes acheter quelque chose de plus grand pour construire une famille. Pareil, tu peux dire que investir en société, ça te permet de séparer ton endettement en nom propre et société. Dernier point qui est assez connu, la transmission est facilitée en société civile immobilière. Donc voilà, c'est déjà bien. Avec ces 4 points-là, ils sont assez cohérents, ils sont suffisants, ils vous poseront pas plus de questions. Et si jamais dans ton cas, ça ne fonctionne pas, tu as déjà une résidence principale ou des biens locatifs, et présente le vrai projet, comme quoi tu comptes faire une love room en location courte durée sur Airbnb, etc. Par contre, tu prépares un vrai dossier bancaire en béton dans lequel tu expliques tout au banquier, les chiffres, ta situation, le projet, tu calcules les différents cash flows. Il faut vraiment que tu passes au maximum pour un professionnel. La rentabilité, tu en mets vraiment un maximum. Il faut que tu lui facilites aussi la compréhension et la suite pour le financement. Comme je vous l'ai dit, pour mon premier appartement, je l'ai présenté en tant que résidence principale. Mais grâce à ce dernier, maintenant, j'ai des antécédents, j'ai des vrais chiffres, j'ai beaucoup plus de crédibilité. Et donc là, les 2 nouveaux appartements que je compte acheter, j'ai fait ce que je viens de vous dire, j'ai créé un vrai dossier, j'ai présenté le vrai projet. Et le fait d'en avoir déjà fait un, ça a augmenté fortement ma crédibilité. Comme on dit, c'est vraiment le premier investissement immobilier le plus important. C'est ce qui va faire ton succès ou non par la suite. C'est avec ce dernier que tu vas pouvoir enchaîner les opérations ou non. Maintenant, très important, on va voir les 3 points clés essentiels, indispensables à négocier avec ta banque pour ton prêt immobilier. On commence avec le montant de l'apport. Donc l'objectif, c'est vraiment de garder au maximum ton cash. L'idéal du coup, c'est de viser un financement à 110% ou un acte de vente lors du compromis. Le financement à 110%, c'est quoi? Donc généralement, les banques vont te financer 100%, donc ça comprend achat plus travaux du bien, et les 10% en plus, en fait, ça va être les frais annexes, donc frais de garantie, frais de dossier, donc ça c'est les frais de la banque, et surtout les frais de notaire. Et les frais de notaire, ils sont généralement, comme je vous ai dit précédemment, entre 8 et 10%. Donc avec un tel financement, tu sors littéralement 0 € de ta poche, aucun apport. Mais en 2025, à l'heure d'aujourd'hui, peu de banques le financent. C'est très compliqué à obtenir maintenant. Ça se faisait plus il y a quelques années. Mais du coup, ce que tu peux faire, c'est un acte de vente lors du compromis. Donc, tu vas demander au vendeur de payer les frais de notaire. Normalement, c'est à l'acquéreur de les payer, mais ces frais-là, en fait, ils vont être inclus dans le prix. Au final, tu vas me dire, c'est quand même toi qui payes les frais de notaire. Mais donc, du coup, vu qu'ils sont dans le prix, tu peux demander un financement à 100% à la banque. Je te le rappelle, c'est achat plus travaux. Et si les frais de notaire, ils sont dans le prix d'achat, en fait, en demandant un financement à 100%, c'est comme si tu avais un financement à 110%. Mais pareil, c'est jamais tout beau tout rose. L'acte de vente, le banquier peut le voir dans le compromis et exiger un apport, admettons, de 10-20% en contrepartie. Sinon, après toutes ces options, si on vient à la réalité du terrain en ce moment, le plus important, contente-toi d'un financement à 100% qui va comprendre l'achat et les travaux, et ton apport, mets-le dans les frais de notaire. Par contre, il faut absolument pas que tu en mettes plus. Donc, si le banquier te demande 10% en plus encore, par exemple, des frais de notaire, là, ça commence à faire trop. Là, c'est à fuir. Il faut trouver une autre banque ou alors vraiment négocier absolument ce point-là. Il faut que ça soit le maximum que vous payez de votre poche. Et vu que nous, on investit via une SCI à l'IS, sache que tu pourras te rembourser ces frais sans fiscalité plus tard. Ensuite, le deuxième point le plus important, c'est même le point le plus important, c'est la durée du crédit. Il faut absolument viser la durée la plus longue possible, donc entre 20 et 25 ans. En dessous, pareil, à fuir. Pourquoi? Parce que tes mensualités à rembourser seront plus faibles, donc tu dégageras
un plus gros cash flow et ton taux d'endettement diminue vu qu'on a des mensualités plus faibles. Et ça te permet aussi d'augmenter ta capacité d'emprunt pour les futurs investissements. Parce que oui, l'objectif de l'investisseur, c'est de multiplier les opérations et de ne pas faire une erreur qui est assez courante, de croire qu'il faut rembourser le plus rapidement possible son capital. On s'en fiche vraiment de rembourser la banque à toute vitesse. C'est pas une course. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le plus gros cash flow. À savoir, en SCI à l'IS, généralement, les banques s'arrêtent à 23 ans. Donc, c'est ce qui s'est passé pour mon cas avec le premier appartement. 25 ans, ça va être très compliqué, mais il me semble que c'est possible. Et surtout, attendez-vous plutôt à du 20 ans. Voilà, c'est vraiment 20-23 ans à viser. Et on termine avec le troisième et dernier point, le différé de remboursement. Pour les travaux, il faut que tu négocies un différé total ou partiel. Qu'est-ce que c'est? Alors, un différé total, tu vas absolument rien rembourser pendant la période des travaux. Donc, ni capital, ni intérêt au niveau des mensualités de ton crédit. Et le différé partiel, c'est la même chose, sauf que tu vas uniquement rembourser les intérêts pendant cette période-là. Donc, le capital, non. Et en fait, ça permet de diviser par 2 en moyenne tes mensualités. L'objectif avec ça, c'est de ne rien payer le plus longtemps possible pour éviter de payer pendant les travaux. Même si vous avez terminé les travaux, laissez encore le plus longtemps possible votre différé. Si admettons vous avez prévu que 3 mois de travaux, et demandez quand même 6 mois, 1 an, 2 ans, la plus longue période à votre banquier. Pourquoi? Parce que dès que votre activité sera lancée, ça vous permettra de dégager un plus gros cash flow. Vu que vous n'aurez pas de mensualité à rembourser ou elle sera réduite, ça vous permettra de créer une petite trésorerie qui servira d'apport pour réinvestir par exemple dans d'autres projets. Aujourd'hui, les différés totaux sont très rares ou alors généralement quand on vous le propose, c'est uniquement sur 3-4 mois, pas plus. Mais un différé partiel d'1 an ou 2 ans reste encore possible et très utile. Voilà, on va vraiment se concentrer sur ces 3 points-là pour la négociation avec la banque. Tout ce qui est taux d'intérêt, assurance emprunteur, etc. c'est secondaire. Même si tu arrives à négocier 0,3, 0,5% sur ton taux d'intérêt, ça ne va quasiment pas changer tes mensualités et c'est ce qui nous intéresse le plus. C'est le plus important pour maximiser notre cash flow. Le montant total des intérêts, on s'en fiche. Garde vraiment ton énergie sur ces 3 leviers-là. C'est vraiment eux qui vont faire la différence. Évite vraiment d'être trop gourmand à vouloir tout gratouiller. L'essentiel, c'est de garder une bonne relation saine et sur la durée avec ton banquier pour les futurs investissements. Pour finir, on va maximiser les contreparties. Je te conseille de ne pas t'arrêter à ta banque actuelle. Prends plusieurs rendez-vous avec différents établissements bancaires. Juste après avoir signé ton compromis de vente, tu pourrais être surpris parce que certaines banques te proposent de bien meilleures conditions juste pour te récupérer comme client. Parce qu'il faut savoir que les banquiers sont avant tout des commerciaux. Là où ils vont être le plus gagnants, c'est pas dans les intérêts du crédit, c'est quand ils vont récupérer un nouveau client et qu'ils vont le faire souscrire à leurs différents produits bancaires. Justement, les crédits immobiliers servent à appâter de nouveaux clients. Donc, en contrepartie du financement, propose-leur d'ouvrir plusieurs livrets chez eux, de créer plusieurs comptes courants avec carte bancaire, de domicilier tes revenus et de prendre leurs assurances liées au logement, que ça soit l'assurance emprunteur, le PNO, donc le propriétaire non occupant. Fais-leur bien comprendre que tu vas rester chez eux. C'est du donnant-donnant, ils te financent, tu deviens un bon client et plus la relation est saine, plus ils te suivront dans tes prochains projets. Le dernier petit conseil qui est très bateau mais très réel, il faut vraiment que tu prennes un maximum de rendez-vous avec les banques, que tu n'abandonnes pas surtout après 1 ou 2 refus et parfois la 7e peut être la bonne et c'est totalement vrai. C'est ce qui s'est passé dans mon cas pour un des appartements là que je veux acheter. J'ai pris 6 rendez-vous avec 6 banques différentes et c'est la 6e qui m'a accordé mon prêt. Si tu appliques tout ce qu'on vient de voir dans ce module, tu as quasiment 100% de chance d'obtenir ton financement. Et si toi aussi tu veux investir dans une love room, un projet immobilier ultra rentable et gagner plus de 2000 € net par mois avec un seul appartement à moins de 100 000 €, écoute bien, je t'invite à prendre un appel directement avec moi. C'est vraiment bien moi personnellement qui vais prendre l'appel. Pendant cet échange, on en profitera pour faire un point sur ta situation, ton taux d'endettement, ta capacité d'emprunt et surtout, je vais analyser ton marché pour te dire où investir exactement autour de chez toi pour être sûr que tu crées une love room vraiment rentable. Et à la fin, on verra si on peut travailler ensemble pour la création complète de ton projet. C'est un appel 100% gratuit, sans engagement. Tu peux le réserver dès maintenant via le premier lien qui est en description.